Jeudi, jour de paye, mais aussi jour de podcast Leader RH. Mais c'est aussi jour du premier anniversaire du podcast. À pareille date, l'an passé, on lançait notre premier épisode. Alors, merci d'être là. Je suis vraiment, vraiment excité et très content de l'entrevue que je vous présente aujourd'hui avec Claudie Gingras, qui est directrice culture et talent chez Nexap. Elle est aussi associée, donc on parle de son parcours, comment l'actionnariat lui a été offert et comment ça a été perçu dans l'organisation. On parle aussi comment son parcours c'est en marketing et en événementiel, parce qu'elle n'était pas destinée à l'origine à une carrière RH. Donc comment, par contre, ça façonne son travail au quotidien. On parle de planification stratégique parce que chez eux, c'est un processus RH. C'est les RH qui pilotent ce type d'exercice-là. On parle de culture du feedback, on parle de télétravail, puis comment on fait vivre notre culture et nos rituels en télétravail, mais aussi en présentiel, puis maintenant avec l'hybride, si on peut dire. Alors, plein de bonnes conversations, plein de bons exemples aussi. Alors, bonne écoute. N'hésitez pas à partager, à faire connaître les podcasts à la communauté. Bonne écoute. Bonjour Claudie. Bonjour. Bienvenue au podcast Leader RH. Merci, je suis contente d'être là. L'épisode premier anniversaire en plus. Fait que je t'ai épargné le petit chapeau. Je l'aurais porté avec fierté. Excellent. Ben, merci d'être là. Donc, Claudie Gingras, directrice culture et talent chez Nexap et aussi associée. Et aussi associée. Donc, on va en parler, bien évidemment. Mais si je recule quelques années en arrière, comment t'as été saucé dans les RH? Qu'est-ce que t'as eu je pense que t'as pas commencé ta carrière en RH. Non, en fait, si on recule puis on regarde qu'est-ce qui m'amène à leader RH, ça aurait plus été la partie leader, que ça a été sans équivoque depuis que je suis jeune. Ça, c'est clair. Tu bosses des bécosses, capitaine d'équipe, c'est bien moi. Fait que très jeune, j'ai su que je voulais aller plus justement dans soit la gestion, avoir soit une entreprise, gérer des choses. Moi, je suis une leader, c'est un mot qui me colle bien. Fait que tout était tracé vraiment pour que j'aille en administration, vraiment. Puis j'ai toujours eu cet appel-là. J'ai dévié à un moment donné pour aller en psychologie. Okay. Donc, j'étais très intéressée par, sans grande surprise, la psychologie organisationnelle. Donc, c'est une petite bifurcation vraiment pour... on a vu un peu mon aspect humain qui était là. Puis rapidement, après une session, je me disais, OK, oui, je veux comprendre les gens, je veux les aider, mais je pense que ma force est beaucoup plus à travers les affaires, gérer des choses, gérer des projets, créer de la valeur, justement, différemment. Fait que j'étais allée en admin. Puis moi, c'est vraiment ma branche très marketing, entrepreneuriat, beaucoup d'implications aussi. Donc, j'ai eu des années d'université teintées par tout ce qui est l'implication dans les jeux du commerce, etc., qui me servent encore aujourd'hui, ces apprentissages-là, et surtout le réseau que ça te crée. Ouais. Donc, les RH n'étaient pas du tout sur ma bingo card à ce moment-là. Non. Et tu as fait plus d'événements. Oui, en parallèle de mes études, je travaillais temps plein aussi en gestion d'événements. Le pied dans le prélat. Oui, vraiment. Gestion d'événements, puis qu'après, la compagnie a tourné aussi vers des projets web. Donc, j'ai quand même de la suite des idées, mais à ce moment-là, c'était comme un peu farfelu, ces deux choses-là ensemble. Aujourd'hui, la compagnie pour laquelle je travaillais a continué dans la partie... Je pense qu'il marie encore les deux, mais c'était très événements et web. Okay. Donc, je travaillais temps plein en même temps que faire mes études. Quand même confrontant du fait que sur les bancs d'école à l'université, c'est très dans la théorie. Puis moi, j'étais vraiment les deux mains dans la pratique. Là. Donc, faire des examens où est-ce que tu me demandes de dire c'est quoi les 9 étapes d'un processus décisionnel alors que je prends... 15 décisions dans la dernière heure. Je trouvais... Des fois, j'avais une petite... je trouvais ça confrontant un peu de voir ces deux modes d'apprentissage-là, mais qui se complétaient bien. Puis, par la suite, je suis plus allée vers... en fait, ce qui devait arriver arriva. Là. Après travailler temps plein et être à l'école à temps plein, je me suis épuisée. Okay. Je me suis épuisée du haut de mes 22 ans à ce moment-là. Fait que j'ai continué plus côté événementiel, mais cette fois-ci pour le réseau Patro. Donc, qui est une cause que je connais bien, que j'ai à cœur. Des Patros, c'est
Les patros, c'est quoi? Ben, je connais ça dans la région de Québec, mais avant que j'arrive dans la région de Québec, je connaissais pas ça. Ben, écoute, il y en a partout au Québec. OK. Il y en avait même un à Ottawa, qui n'est plus là. Mais dans le fond, c'était un peu pour... mon mandat, c'était de répondre à cette question-là. Les gens étaient comme, ben oui, quand tu connais le patro, tu sais c'est quoi les patros. Mais quand tu le sais pas, tu le sais vraiment pas. Donc, le but, c'était de faire rayonner la marque Patro. Donc, c'est des centres communautaires qui sont vraiment impliqués dans leur milieu. Au niveau autant des enfants, des adultes, des personnes plus vulnérables, de l'aide alimentaire. Donc, c'est vraiment des piliers dans le milieu, mais qui sont liés par la même histoire, si on veut. Et dans les dernières années, il y a eu un effort pour faire davantage de concertation, d'efforts concertés pour travailler différemment. Et l'aspect rayonnement, ben comment qu'on le voyait, c'était d'avoir une entité, la Zone Patro, qui allait faire des événements partout au Québec pour faire rayonner la marque à travers une des choses pour laquelle on était bien connu, qui est l'animation. Donc là, il y avait tout allumé là-dedans. Là. De l'événement, on te donnait un projet, carte un blanche avec ça. Carte blanche, une cause que j'aime. Puis, dans le fond, ben fallait animer. Puis, à la base, à travers tous mes titres, le titre d'animatrice est le premier que j'ai eu et celui que j'aurai toujours. Fait que, ouais, vraiment un beau projet que j'ai mené pendant 4 ans qui m'a beaucoup appris. C'est vraiment de l'entrepreneuriat. Oui, c'est ça, c'est l'entrepreneurship, même dans un OBNL, dans une structure organisationnelle. Exact, avec un CA. Typiquement entrepreneur. Non, c'est ça. Fait que à la fin, on s'est quand même rendu jusqu'à une centaine d'employés contractuels. On avait des contrats partout dans le Québec. Fait que ça a été une belle ride de faire ça aussi. Non, c'est le fun. Puis, tu sais, ce que je trouve tu sais, des fois, les gens demandent mais comment on motive les gens, on mobilise. Là, tu es dans un contexte où vous avez des animateurs dans le communautaire, des fois des bénévoles, des gens. Comment tu réussis à mobiliser ton monde quand c'est pas le salaire qui les attire? Ouais, ben surtout la zone patro, c'était vraiment tu sais, c'est par événement, fait que c'est pas un travail qui c'est pas un travail permanent. Donc comment tu génères ça de façon très très sporadique. Fait qu'à ce moment-là, nous ce qu'on avait fait, c'est de un, on voulait être compétitif comme on le pouvait au niveau des salaires. Fait que pendant l'événement, d'essayer dans ce milieu-là, avoir quelque chose qui est intéressant, mais rapidement, d'avoir un sentiment de progression. Fait que rapidement, il y a eu des gens que j'ai nommés coordos. Fait qu'il y avait un peu plus de responsabilité. Après ça, on pourrait avoir des animateurs 1, 2, 3. Si tu assistes à telle formation, puis que tu as fait X nombre d'événements, tu vas pouvoir monter. Fait que tranquillement, je mettais une espèce de structure pour développer, mobiliser les gens, qui était très, finalement, RH. Mais au final, moi, ce que je voulais, c'était retenir mon monde, puis que les gens, le week-end, au lieu d'aller faire du ski, ils choisissent de venir travailler avec nous. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que, tu sais, on parle souvent de donner du sens, qui est quelque chose qui mobilise, mais aussi donner des opportunités de croissance, que les gens puissent se développer puis sentir. Ça en est un bel exemple que tu disais, même si c'est animateur 1, 2, je vais aller chercher telle formation, je vais me développer, puis peut-être que je vise pas nécessairement la coordination, mais même dans mon rôle, je peux me développer. Exact. Puis, petite mention, tu as parlé tantôt des bénévoles, c'est dans ce contexte-là. Sinon, j'avais tous les chapeaux là-dedans, mais il fallait créer justement, c'était quoi les jeux qu'on allait faire, tu sais, des grands jeux, exemple, un jeu de Guess Who, mais grandeur nature. OK. Moi, j'ai des belles idées, là, mais je suis pas capable de faire ça ou de les mettre en action. Fait que c'était des bénévoles qui, eux, étaient impliqués dans les patros, puis des gens à la retraite qui sont habiles de leurs mains, que je leur donnais le plan, hey, je veux faire ça, puis qui transposaient cette vision-là. Si eux, ils étaient pas là, à peinturer, à scier, etc., ça se pouvait pas. Fait qu'en effet, cette partie-là était vraiment, vraiment nécessaire là, dans ce contexte-là. OK. Vraiment cool. Fait que tu as touché à plusieurs domaines. C'est un peu, tu sais, quand tu dis c'est du DO, là, c'est du développement organisationnel, à dire OK, on va avoir des structures, on va développer, on va monter. C'est là que ça commence à toucher un peu plus RH. Là. C'est là que ça t'allume davantage. Oui, parce que ça reste que dans des expériences d'événements, c'est beaucoup de la mobilisation d'équipes, justement, qui est temporaire dans le temps d'un événement, puis c'est toujours aussi intéressant, mais sur l'aspect temporel dans le temps, c'est comment tu t'assures de garder ce monde-là motivé sur le long terme. Fait que moi, le DO est arrivé là, puis parallèlement à ça, tu sais, on parlait des patros qui voulaient centraliser un peu leurs efforts, fait qu'il y avait
la partie rayonnement qui était assurée par la zone patro, mais il y avait aussi une grande partie de gestion de changement pour toutes mettre ces organisations-là ensemble. Parce qu'ils ont toutes des CA différents, dans toutes des régions, avec des cultures, des méthodes. Exact. C'est quasiment de l'intégration. Exact. Fait qu'est-ce que tu vas mettre ensemble? Et puis, c'est des organismes que ça fait plus de 100 ans qui sont implantés dans leur milieu. Très, très tradition, très, très couleur patro, qu'on appelle chaque patro a sa couleur. Okay. Donc, c'était des gros défis de gestion de changement auxquels j'ai été très, très impliquée puis exposée. Oui, okay. J'ai eu la chance d'être exposée là-dedans puis qu'on s'est fait accompagner dans cette démarche-là par vraiment des sommités. Donc, ça, vraiment, le déo est arrivé à ce moment-là dans ma vie comme, hey, c'est capoté, mais on dirait, pourtant, j'ai fait mon bac en admin, mais on n'en parlait pas tant du DO, du développement des personnes et des organisations. Mais c'était dans les 9 étapes de gestion de prise de décision. Il n'était pas là. Ben, voyons donc. Non, c'est ça. Je prends quelques secondes pendant cet épisode pour remercier Ansia, notre partenaire du podcast Leader RH. Vous savez à quel point ça peut être difficile de recruter 2, 3 bons employés. Alors, imaginez devoir en recruter 100, 200, 500. C'est ce que Ansia fait, du recrutement de volume, mais tout en conservant la touche humaine. Donc, régler tous les problèmes d'attraction, de recrutement et d'intégration pour toute entreprise qui recrute qui font plus de 100 recrutements par année. Alors, merci Ansia et bonne écoute. Fait que j'ai comme découvert ça, puis en même temps, j'arrivais à un point où est-ce que justement la zone patro, je pense que j'y avais amené beaucoup, puis elle m'avait amené beaucoup, mais je pense j'étais rendue à voir autre chose. OK. Là, c'était avant COVID ou après COVID? Parce que les événements... C'est ça. C'était avant COVID. Avant COVID, okay. Donc, à l'été 2019, j'avais pris la décision que, dans le fond, ça allait être ma dernière été. Parce qu'évidemment, l'été est une période, en termes d'événements, plus chargée. Ouais. J'avais décidé ça, donc je l'avais annoncé où j'avais qui je travaillais avec mon CA, puis qu'on avait j'avais dit, on se laisse un an max pour me trouver une relève. Attends, mais, tu sais, les gens ont de la difficulté des fois à parler de gestion de carrière, de développement. Comment les gens réagissent quand tu dis, hey, je continuerai pas avec toi, mais on se laisse un an. J'ai comme un an de préavis. Je comprends que ça peut être le rêve de bien des entrepreneurs d'avoir un an de préavis, mais... je vais t'ajouter une notion qui peut être facilitante et supplémentaire et plus difficile dans tout ça, mais c'est que la personne qui gérait tout ça, c'était mon père. Ah! En plus? OK! Donc, en plus! Donc, je pense que la partie gestionnaire en lui était comme, je savais que ça allait arriver d'un jour ou l'autre. Puis, il voyait plus en mode, je suis content de tout ce que tu as pu amener dans ce contexte-là. De l'autre côté, il était comme, là, si je mets mon chapeau de père, je comprends que t'en es là. Puis, tu vas être encore invité au dîner de famille. Oui, il est comme, merci de m'avoir suivi. Donc, fait que c'est ça que je dis par la partie exposition, que j'ai été beaucoup exposée. On a beaucoup travaillé ensemble. Ça a été vraiment une chance de travailler de proximité comme ça avec mon père, qui est aussi un leader que je respecte beaucoup, et on se ressemble beaucoup. Fait que très tôt dans ma carrière, j'ai eu un reflet de qu'est-ce que je veux reproduire et qu'est-ce que je veux pas reproduire. La pomme tombe pas bien loin de l'arbre quand tu dis que t'avais du gaz, puis tu l'idée. Okay. Donc, fait que c'est ça. Fait que, au moins, c'était dit. Puis, parallèlement, j'avais commencé ma maîtrise en DO. Maintenant que je savais c'était quoi le DO. Parce que c'était pas assez de travailler temps plein. Il fallait aussi que je fasse 3 cours de maîtrise par session. Puis, donc, fait que ça l'était. À l'automne, fait qu'on n'est pas encore dans la COVID, mais ça s'en vient tranquillement. Ouais. À l'automne, dans un de mes cours de maîtrise, qui est identité professionnelle et gestion de carrière, c'est un devoir. Il faut que tu appliques sur des postes pour voir qu'est-ce qui ferait en sorte que ton profil est pris ou pas, etc. Puis à ce moment-là, je me posais quand même la question, qu'est-ce que je veux faire après? Je veux-tu aller en gestion de changement chez Desjardins? J'ai pas vécu la grande entreprise. Je veux-tu ça? Le DO, c'est large. Qu'est-ce que je veux dans ça? Avais-tu identifié des industries ou des... j'étais en train de... J'étais dans cette réflexion-là. Moi, on est encore juste à l'automne. Là. Moi, j'ai dit, on a encore un an. On est juste à l'automne. Je fais, bon. Fait que je fais mon petit devoir sur un poste en DO chez Desjardins. Puis... me crois pas bien, mais c'est un devoir. C'est un devoir. Fait que je le prépare, puis je l'envoie pas tout de suite. Puis 2 jours plus tard, je retourne sur les sites de carrière que je consultais à ce moment-là. Puis je tombe sur une offre d'emploi
qui est un poste qui est responsable rayonnement, culture et talent. Alors, ça m'intéresse, je vais voir ça. Puis, c'était pas affiché directement à l'entreprise. C'était la personne qui recrutait qui était affichée en premier. Puis, c'était vraiment quand même innovant la façon qu'elle avait présenté le poste. C'était vraiment en mode vraiment très parler à la personne, très peu sur les tâches, mais vraiment le profil. Puis, je lis ça, puis je me dis, mais mon Dieu, c'est moi. C'est 100% moi, puis c'est 100% ce que je veux. Fait qu'à ce moment-là, j'étais pas en mode je veux la job, mais je me suis dit, je vais envoyer mon CV. Puis si mon CV, il ressort pas, alors que je montrais ça à mes amis, puis le monde était comme, hey, c'est capoté, Claude, là, c'est vraiment toi tout craché. Ils t'ont décrit. Ils t'ont décrit, puis les tâches, c'est ce que t'aimes faire, c'est ce que tu tripes. Fait que je dis, ça va être un bon test s'il faut que je refasse mon CV. Fait que là, t'as-tu déposé ton devoir avec la job sur Desjardins ou t'as refait ton devoir J'ai avec... fait mon devoir. Je me suis dit, si j'ai une entrevue, ça va être ma pratique. OK. On ditch le devoir, on recommence. Exact. Donc, puis quand même, ça reste que mon CV là-dessus, tu sais, oui, comme on l'a dit, je fais plein de choses de RH là-dedans, mais j'ai pas étudié en RH. Ouais. J'ai pas d'expérience concrète à RH. Donc, j'aurais pu ne pas sortir à travers le lot de 100 CV qui a été reçu pour ce poste-là quand même. Puis, finalement, ce poste-là, c'était le poste chez Nexap. OK. Donc, fait que de fil en aiguille, en effet, ben, je fais l'entrevue. 1 entrevue, 2 entrevues, 3 entrevues, 4 entrevues, 5 entrevues, en plus de mon cours qu'il fallait aussi que je pratique mon entrevue. En entrevue. Donc, tu disais que c'était le premier poste qui était en dehors des développements, là, oui. Des devs. Là. Fait que là, les gars avaient lu des trucs sur les processus de recrutement originaux. Là, ils appliquaient tout. Oui, ben, il était accompagné de... je la salue, Véronique, qui est la cousine de Jonathan, le président, Okay. qui, elle, ça a comme été son laboratoire de tester plein de nouvelles méthodes. Hey, Okay. J'ai fait des vidéos, j'ai fait tout plein d'affaires dans ce processus-là pour finalement que, donc, en décembre 2019, après ce grand processus-là, en fait, la dernière étape, c'était anime une séance avec le comité de direction. On se rappelle? T'es encore dans le processus d'entrevue. Là. Oui. Puis c'est ça, la dernière étape, c'est comme tu as le comité de direction faisant ce que tu veux pendant 1 heure. Mais là, l'animatrice en moi est comme « Wow! Merci de la belle vente, ça fallait être! C'est magnifique! » Donc, ça m'a servi, c'est ce qu'il dit l'animation. Et bref, finalement, ben, j'ai eu la job au mois de décembre. Mais là, moi, je leur avais dit, ben, tu sais, ça reste qu'il n'y a pas de relève en ce moment. Donc, je vais me laisser, moi, encore 2 mois pour partir, mettre la maison en ordre. Donc, 3 février 2020, j'arrive chez Nexap. La tête reposée, le petit deuil de quand même l'entreprise que j'ai montée là, dans les 4 dernières années, un peu derrière moi. Et 1 mois plus tard, ben, le 13 mars 2020, on s'en souvient tous. La COVID arrive. Fait que pour moi, un gros coup de pouce que ça m'a donné. Ouais? Oui. OK. De 1, parce que ça m'a permis d'avoir déjà fait le deuil de la zone patro avant. Okay. Parce que là, j'aurais eu à gérer, justement, comme tu l'as dit, les événements, il n'y en avait plus pendant même 2 ans après. Là. Oui. Et ben, quand je suis arrivée chez Nexap, ben, dans le fond, personne ne savait qu'est-ce qu'il fallait faire. Là. Personne n'avait jamais vécu de crise comme ça. Donc, nous, imagine, c'est ça, on est 25 employés, toutes des devs. Puis là, c'est une gestion de crise. Donc, pour moi, c'est un événement. Quand je dis les gars, c'est le président puis le DG disaient à Claudie, qu'est-ce qu'on fait? Ben, moi, j'ai un plan. Ça vous tente dessus? Suivez-moi. Fait qu'ils m'ont donné le volant. Avais-tu le plan ou ben non, c'est juste ton go de dire? Je l'ai fait dans l'événement, c'est ça. Tu le fais au fur et à mesure. Il faut que tu bâtisses l'avion en plein vol. Puis j'ai comme, ben, vous me donnez le volant, je vais le prendre. Là. Vous êtes prêts? Suivez-moi. Fait que moi, puis je l'ai dit souvent, moi, je pense que ça a été quelque chose qui a accéléré ma prise de position stratégique dans l'organisation. Après 1 mois qu'on était justement en gestion de cellules de crise, on était très, très en proximité. Fait que pour moi, ça a été un beau levier pour moi. Donc, puis l'entreprise avait combien d'années d'existence à ce moment-là? Avait à peu près 5 ans. 4-5 ans. Quand même. Fait que, tu sais, même si en 5 ans, c'était tous des devs, il y en avait une culture, même si elle n'était pas écrite. Tu sais, toi, tu t'embarques là-dedans. Ouais. Fait qu'il y a tu sais, une entreprise qui a 5 ans a des méthodes, des façons de faire, des mécanismes, une culture non écrite. Ouais. Toi, t'embarques là-dedans. Oui. C'est dans ton rôle, cette crise-là arrive. Oui. Puis cette culture-là, elle était aussi très forte.
Donc, tu sais, j'arrive dans un beau contexte parce que quand même, il y a une belle culture forte, mais qui est très basée sur le présentiel. Donc, c'est comment on transpose ça dans ce contexte-là sans le dénaturer. Parce que moi, on se souvient, là, j'ai vécu cette culture-là un mois, là. Ouais. Fait que ouais, ça l'a vraiment... je pense que ça l'a renforcé notre culture parce qu'après ça, tu as posé la question, c'est pas juste le présentiel, c'est quoi dans le présentiel qui rend cette culture-là si spéciale? Donc, c'est ça qu'on est allé extraire pour après ça le faire vivre en mode à distance, après ça hybride, après ça distribué comme on est maintenant. Fait que, ouais. Des fois, on oublie, hein, on parle, oui, de la culture, culture avec un grand C, mais c'est tous ces petits mécanismes-là, des rituels, des façons de faire, parce qu'il y avait du monde en dev qui était en télétravail avant la COVID aussi. Là. Fait que vous autres, vous aviez déjà, tout le monde est en présentiel. Ouais. Fait que c'est quoi les rituels qui ont été les plus difficiles à transiger, mettons? Je dirais en personne à distance, complètement, ça n'a pas été si fait. OK. C'est le bout d'hybride qui a été plus difficile, je dirais, parce que passer de vraiment justement à distance, je pense que vu qu'on était justement des gens très tech-savvy, qui avaient déjà tout un laptop, tu sais, moi, c'était facile. Le 13 mars, là, c'est partez à la maison là, avec laptop, amenez vos écrans, votre chaise. Je veux que vous soyez bien assis. Puis lundi matin, on se connecte sur Google Meet. Puis tout ça était déjà setupé. On était déjà naturel. sur Slack. Puis on s'en reparle. Puis lundi, il y avait déjà un des devs dans la culture d'initiative qui avait pris Discord. Moi, je ne savais pas c'était quoi Discord. Je ne suis pas une gamer, je ne savais pas du tout c'était quoi. Il avait pris Discord, il avait recréé le bureau, toutes les salles du bureau comme des salles audio. Okay. Puis on s'est dit, on va aller travailler là. Fait que le matin, tu arrivais. Puis là, tu t'allais dans une salle de réunion où tu disais bonjour dans Discord. Puis déjà, les gens, ils ont recréé le bureau de façon virtuelle. Puis tout le monde était là. Okay. Fait que ça a vraiment recréé cette partie-là comme ça. Après, on s'est donné aussi des mécanismes des rituels, en fait, pour que ce soit plus formalisé. Donc, un 15 minutes le lundi Avant, c'était les annonces sur c'est quoi les annonces que le gouvernement va nous dire, mais encore aujourd'hui, on appelle ça les annonces du lundi. Okay. Qui sont à ce jour encore là, lundi, 14h45. Depuis là, c'est plus le discours à M. Legault. Non, c'est plus le discours à M. Legault, c'est le discours à Claudie. Okay. C'est ton 15 minutes? Non, mais même plus, parce que là, dans le fond, c'est ma collègue qui l'a repris. Okay. Mais c'est qu'est-ce qui s'en vient? On a-tu des nouvelles personnes qui arrivent dans l'équipe? Côté RH, on a-tu des choses à vous dire? Club social, qu'est-ce qui s'en vient? Puis maintenant, on a un segment on livre des résultats. Donc, on reprend les 4 objectifs annuels, puis on demande aux gens qu'est-ce que vous avez fait pour contribuer à ça. Fait que les gens, ils célèbrent de façon en continu des wins qu'ils ont fait liés aux objectifs aussi. Mais c'est pas vous autres, c'est eux qui disent, c'est eux qui apportent ces points-là. Fait que vous nommez, on a l'objectif 1. Y a-tu des gens qui ont travaillé là-dessus ou qui ont avancé? Ouais. Fait que c'est très... Puis, tu sais, ces meetings-là, dès le début, c'était comme ça, puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Tout le monde a sa caméra ouverte. Le chat est complètement en feu. Il y a 2 discussions qui se passent en parallèle. La personne qui parle et ce qui se passe dans le chat. Il y a des petits... tu sais, on se prend pas au sérieux non plus à travers tout ça, mais il y a beaucoup d'interactions qui se font là. Puis ça reste que pour certains, ce lundi-là, ces 15 minutes-là, vu qu'on est séparés dans des clients, etc., ben c'est le moment où est-ce qu'ils sentent qu'ils sont chez Nexap. Okay. Fait que ça, c'est depuis la COVID et encore à ce jour qu'on l'a. On a un autre rituel qui était, qu'on a encore, qui s'appelle les merci. Avant, c'était les merci du vendredi. Maintenant, c'est les merci du jeudi. Okay. Donc, même affaire, un 15 minutes en fin de journée où est-ce que n'importe qui peut prendre la parole pour remercier quelqu'un de quelque chose. C'est vaste et vague. Ouais. Mais autant qu'il y a des fois, il y a des semaines que on n'a pas grand-chose à se dire, qu'il y a des semaines que ça pleure, là, de reconnaissance ou peu importe. Fait que c'est vraiment particulier. Puis la beauté d'un rituel, c'est, en effet, ça va arriver des semaines là, que ça tombe un peu flat. Mais si tu arrêtes de le faire la fois que ça tombe flat, ben tu te prives peut-être de la fois dans un mois là, qu'il se passe quelque chose à ce moment-là, que tu as laissé de l'espace pour que des gens s'expriment, puis voient vraiment de façon plus tangible cette culture-là. Fait que moi, je crois beaucoup en la constance des rituels. Après, faut toujours s'adapter sur la récurrence qu'on lui donne. Fait que c'est pas vrai que dans la COVID, on était très, très beaucoup de rituels. Là, on est un peu plus... sont un peu plus dispersés dans le temps, mettons.
Ça résonne ce que tu dis, parce qu'on avait un rituel, nous, à l'interne, puis on disait, ça s'étouffe, on garde dessus, on garde ça. Mais c'est vrai on juge peut-être un peu trop, parce que c'est normal qu'un rituel, c'est ice, c'est l'eau. Puis il faut l'adapter. Ouais. Il faut l'adapter. Tu sais, moi, ça fait quand même 6 ans, là, les annonces du lundi. En effet, là, c'était Monsieur Legault avant. Mais, ça s'est beaucoup, beaucoup adapté. Puis nous, on a nos valeurs, c'est s'améliorer continuellement. Puis on est des gens qui questionnent constamment le statu quo. Fait que si c'est encore là, c'est qu'on a trouvé une façon que ça reste pertinent. Puis la journée que ça ne sera plus pertinent, on va l'enlever. On le fera pas pour rien. Mais il y a toujours cette réflexion-là qui est derrière, de se dire, on le prend pas pour acquis. Puis si ça tombe flat, qu'est-ce qu'on fait pour le ramener un peu plus vers, est-ce que c'est plus proche de notre culture? Est-ce qu'on peut le ramener proche des objectifs? Ou c'est juste plus un médium qui convient à où est-ce qu'on est rendu comme organisation? Ouais. Puis ça, est-ce que c'est porté par le comité de direction? C'est parce que, tu sais, tu as culture et talent dans ton titre. Est-ce que c'est porté par les RH ou c'est toute l'organisation qui peut se challenger n'importe qui puis dire, hey, on garde-tu tel rituel, telle activité? Je te dirais que c'est quelque chose qui est très répandu dans l'organisation. Donc, les gens vont se permettre de questionner. Tu sais, s'il y a des gens, vont venir me voir. Claudie, là, et merci, on fait ça encore ça? Hey, je vais t'écouter, on va regarder. Fait que souvent, c'est, je dirais, le comité de direction va se poser la question, parce qu'après ça, comme organisation, ça reste que c'est du temps. Là. Ces 15 minutes-là, c'est des bidous, là, quand même, qu'on décide de mettre dans ça. Là, vous êtes rendu 60, 80, combien? On est proche de 100. 100, bon, ouais, fait que c'est 100 pour 15 minutes, on s'en rend pas compte, mais... c'est ça, des gens facturables. Ouais, fait que c'est un choix délibéré qu'on fait là. Fait que c'est sûr que le comité de direction vont venir challenger un peu, on est-tu encore là, on est-tu aux bonnes places. Moi, je suis un peu la personne qui porte l'initiative. Puis, c'est arrivé, je dirais, 3-4 fois qu'on a fait vraiment des sondages spécifiques au rituel avec les employés. Fait que c'est venu nous amener beaucoup de visibilité sur qu'est-ce que les gens aiment pas, mais ça reste que... Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Fait qu'après ça, il faut quelqu'un qui tranche. Fait que là, cette personne-là rendue là, c'est moi. Tu peux pas plaire à tout le monde. Non, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'il y en a que ça va plaire, d'autres moins. Puis, exact. Puis moi, si t'aimes pas ça, ben viens pas. Ah, OK. Mais tu manques de quoi? Fait que, tu sais, dans la culture, c'est comme, finalement, les personnes viennent pareil. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu dis que l'hybride, là, est-ce que c'est hybride flexible? C'est des journées fixes, tout le monde en même temps? Qu'est-ce qui est plus challengeant dans l'hybride? L'hybride, en ce moment, on est en mode très hybride flexible parce que maintenant, ça reste que ça nous a amené dans cette grande croissance-là. On a des gens qui sont à l'extérieur de la région de Québec, naturellement. Fait qu'ils viennent jamais au bureau. Ben, ils viennent minimum 4 fois par année, qu'on les fait déplacer vraiment pour nos trimestriels puis que ça vaut la peine qu'ils se déplacent. Mais ça crée quand même ce défi-là parce que, ben, justement, les gens, on est bien setupés sur autant Meet, Discord, n'importe quoi pour travailler en ligne. Mais là, c'est, ben, je travaille, mettons, en ligne avec mon collègue qui est à Montréal. Fait que toute la journée, je suis au bureau, mais avec mes écouteurs. Puis l'autre, il est à côté au bureau avec ses écouteurs à travailler en ligne avec quelqu'un d'autre. Fait qu'il y en a plein qui se disent, ben, tant qu'à ça, moi, ben, je vais travailler de chez nous. Ouais. Tu sais, tant qu'à avoir mes écouteurs toute la journée puis de travailler avec des gens à l'extérieur. Mais en même temps, d'un autre côté, quand tu es au bureau, ben, il y a quelque chose qui se passe aussi de vraiment le fun à travers tout le reste. Fait que ça a été tout le temps, on veut-tu plaire à tout le monde? On s'est beaucoup posé de questions. Puis nous, ce qui est vraiment ressorti dans la culture, c'est que les gens, ce qu'ils apprécient, c'est la flexibilité, qu'ils apprécient qu'on les traite comme des adultes, qui sont capables de prendre leurs décisions sur qu'est-ce qui est bien pour eux ou pas. Puis nous, la décision qu'on a prise, c'est qu'on allait être Office First, Remote Friendly en termes de nos initiatives. C'est-à-dire qu'on a des gens à l'externe, on a des gens qui viennent pas souvent au bureau, mais si tu veux vivre la pleine culture, les activités, les 5 à 7, etc., ben nous, c'est au bureau que ça se passe. Fait que c'est à toi de venir, dans le fond. Puis si tu viens pas, ben c'est ton choix, puis tu as vraiment le droit. Puis souvent, les gens qui sont à l'extérieur, ils savent qu'ils appliquent sur un poste qui est à distance, là, donc ils le font en connaissance de cause. C'est peut-être pas nécessairement ça qu'ils cherchent non plus. Fait qu'on s'est beaucoup cherché à travers ça en essayant de plaire à tout le monde. Puis là, maintenant, on s'est dit, ben justement, on peut pas plaire à tout le monde parce que ça reste que les gens qui, eux, sont au bureau tout le temps, ben, ils souffrent aussi du fait que les gens ils viennent pas au bureau. Donc, fait que ça a été tough quand même, cette partie-là, parce que c'est comme, ben, notre culture, quand on veut faire un rituel, ben, on le fait-tu vraiment en mode hybride, une partie sa TV, une partie... Ça a été cette gestion-là qui a été un peu plus difficile.
Puis ça crée un certain sentiment d'injustice de dire, ben moi, je me déplace, puis je vais porter mes enfants à la garderie, puis j'y vais, puis comment ça, toi, tu participes pas? Puis Ouais. ce côté-là, quand même. Ouais, je dirais pas d'injustice, plus de souvent ceux qui parlaient fort. En général, ce qu'on entend, c'est ceux qui protègent beaucoup la partie. Ben moi, je veux continuer de pouvoir être à la maison, la conciliation travail-famille se fait très bien et tout. Puis je le comprends vraiment. Puis c'est pour ça qu'en ce moment, on n'a pas non plus de politique spécifique à ça. Mais il y a des gens, par exemple comme moi, comme d'autres devs, qu'eux, ils viennent à tous les jours au bureau pour voir leurs collègues, pour triper avec eux. Puis ils sont un peu privés de ces gens-là qui veulent pas être là non plus, mais c'est comme si leurs besoins à eux sont des fois moins entendus ou vus, moins légitimes alors qu'ils le sont autant. Fait que c'est pas tant une question d'injustice plus que ce que tu recherches à la maison. Il y a des gens qui le recherchent au bureau, puis des fois, c'est comme irréconciliable. Ouais. Fait que c'est ça. Il n'y a pas de solution. De solitude. Oui, exactement. Puis quand tu dis nous, c'est au bureau qu'on fait davantage culture, tout ça. Ouais. Sais-tu qu'il y a des événements ou des choses que vous faites que vous dites, ben, si tu viens pas, tu n'y as pas accès. T'as pas, parce qu'à un moment donné, on a un sentiment de dire, ben, on va être équitable, puis là, on coupe les cheveux en quatre pour dire, ben là, on fait quelque chose. Oui, mais les gens qui sont à l'extérieur, comment qu'on peut aussi faire quelque chose pour eux? On l'a fait longtemps en mode hybride. Je vais te donner un exemple. On avait déjà fait... maintenant, c'est plus connu, l'émission Hot Ones. Oui. Donc, poser des questions avec des sauces piquantes de plus en plus épicées. Nous, on avait une tradition de faire ça chez Nexap avec justement des nouveaux talents ou même la direction qui se fait poser des questions spicy, etc. Fait qu'on le faisait en mode hybride. Là. Fait que les gens étaient sur place, puis on filmait, puis les gens, ils pouvaient être de chez eux, puis ils assistaient et tout. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça, c'est un exemple de choses qu'autant il y avait des gens en présentiel qu'il y a des gens à l'externe, chez eux. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'après un certain temps, ben ça s'épuise. Ça. Fait qu'on se cassait un peu la tête pour que les gens à l'extérieur puissent y assister, mais c'était au final très peu de personnes qui étaient là. Ceux qui avaient vraiment du fun, c'était ceux qui étaient sur place. Oui, fait que tu sais, t'as pas la meilleure expérience non plus. Fait que ça, c'est plus la partie, je dirais, activité sociale. Après, l'ensemble des vrais rituels de l'organisation, pas les vrais, mais les critiques sont à distance, puis on se connecte tous en étant au bureau, mais à distance. Là. Donc, ça, il n'y a pas de... Tu vis cette culture-là, autant les formations. Nous, on a des learning hours tous les jeudis. 11 heures, 1 heure de formation à chaque semaine. Fait que ça, c'est tout le temps à distance en premier, mais tu vois tout le monde dans le bureau qui regarde son même écran à l'écouter, chacun de son bord. C'est pas au bureau, vous n'êtes pas dans une salle, tout le monde à écouter, puis les autres, tout le monde est sur le team, le Meet. Puis des fois, on le fait. Mais des fois, c'est que ça crée... On dirait qu'on est plus des fois soit tout un ou tout l'autre. La partie hybride, c'est justement, ça a comme ses limites, puis ça crée justement deux gangs. Oui. Puis avez-vous déterminé un type d'activité ou un type de tâche ou tout ça qui se fait impérativement en personne ou c'est pas nécessairement... Je sais qu'il y a des organisations qui sont un peu... sur la méthode des tâches, là. Oui, moi, j'essaie, tu sais, comme je disais tantôt, on essaie de traiter nos gens comme des adultes brillants puis de leur mettre un peu entre leurs mains. Donc, selon chaque contexte d'équipe, en effet, moi, je pourrais te dire qu'un brainstorm, ça se fait vraiment mieux en personne. Certaines rencontres où est-ce que, justement... je sais pas, des évaluations, soit en one-on-one, je peux te suggérer que je pense que c'est mieux ça, mais est-ce que c'est vraiment ta réalité de toi, de ton équipe? Je le laisse ça aux équipes. Après ça, la partie plus administrative, si tu veux, fait que le comité de direction, mon équipe à moi, RH, l'équipe finance, par exemple, nous, on est là au bureau, puis c'est les seuls postes qu'on dit qu'on veut que tu sois un minimum de jours au bureau. Parce que tout le monde est là. Fait que si t'es pas là, c'est plus... ça va vraiment plus vite, dans le fond. Fait que c'est pas tant en termes de tâches, plus que, je dirais, en termes de département. Puis je regarde l'inverse, mon département de marketing, il y a une personne à Québec, le reste sont tous distribués. Rivière-du-Loup, Thurso, Montréal. Fait que eux, ça marche bien mieux en premier comme ça. Fait qu'on s'adapte, je dirais. Ouais. Puis tu dis, trimestriellement, vous avez des événements où vous ramenez tout le monde. Ouais. Au bureau. Puis ces événements-là servent à quoi? Il doit y avoir des rituels là-dedans aussi. C'est de la planification stratégique, c'est des town halls. C'est quoi ces trucs? Oui, on l'appelle vraiment des trimestriels. À la base, c'est vraiment un town hall. Donc, vraiment un moment où est-ce qu'on
trimestriellement, on fait la présentation des résultats financiers de l'organisation. Où est-ce qu'on en est par rapport à nos objectifs ou présentation des objectifs. On a une section avec les bons coups. Donc, les gens viennent eux-mêmes en avant parler des bons coups qu'ils ont eu dans leur projet. On présente les nouveaux talents, célèbre des milestones, par exemple, des 5 ans d'anniversaire et tout ça. Puis, c'est toujours suivi d'un repas puis d'une activité. Fait que des fois, c'est au bureau, mais des fois, c'est en périphérie. Et ça dure une journée. Ça dure une journée. Puis on demande aux gens, en fait, les gens sont payés pour être déplacés, tout ça. Et bien évidemment, ben, souvent, les équipes, on leur dit, ben là, on se déplace toutes, fait arrangez-vous donc pour profitez-en. Mettre justement des meetings de brainstorm ensemble, aller dîner ensemble en gang. Donc, c'est vraiment pour ça que ça sert. Puis, on ressort de là avec une énergie là, vraiment incroyable. Mm-hmm. Autant d'avoir eu l'occasion de se voir, de célébrer les bons coups. Puis, tu sais, cette partie-là, je parlais de ma partie jeu du commerce à l'université, faire des PowerPoint. Tu sais, la trimestrielle, c'est toujours, on fait la présentation, c'est moi puis le comité de direction qu'est-ce qu'on veut présenter, comment on le présente, comment les employés vont réagir, qu'est-ce qu'on veut qu'ils retiennent. Donc, il y a quand même un gros travail en amont sur qu'est-ce qu'on va présenter qui est super important. Puis les gens arrivent quand même avec des attentes aussi de trimestriel en trimestriel sur ce qui va être dit, partagé. C'est un moyen de communication top-down. Même s'il y a des gens qui peuvent faire des présentations et qui peuvent souligner des bons coups, c'est votre moment à vous, comme comité de gestion, de faire percoler l'information au travers de l'organisation. Oui, puis surtout donner de la visibilité avec du contexte. Tu sais, justement, le suivi d'objectifs, on le fait maintenant de façon hebdomadaire, mais justement, la présentation des résultats financiers, ben, tu sais, il y a un cadre pour ça, puis on veut le faire là, comme ça. Fait que oui, puis il y a une partie après ça, c'est pour ça qu'on veut vraiment qu'il y ait une partie d'activité, puis moi, le comité de direction, on est présent, on est dans les activités parce que c'est souvent là qu'on a le vrai feedback sur ce qu'on a dit. Après ça, on va jouer au quai, puis hey, ouais, qu'est-ce que tu as pensé de ça? Puis c'est là que les gens viennent s'ouvrir des fois. Ça, j'ai pas trop compris quand tu as parlé de tel objectif. Qu'est-ce qu'on veut dire pour vrai? C'est la petite magie, elle se passe aussi dans ces moments-là. Puis il faut que tu sois présent, puis pas qu'on soit hey, bravo, on a fait une belle présentation, on va se parler entre nous puis boire une bière. Fait que le travail continue après. Puis de voir c'est quoi la répercussion de ce qu'on a présenté. Ah, vraiment, vraiment intéressant. Tu me disais que tu es aussi la réflexion stratégique, l'activité annuelle, tout ça. Ouais. C'est un dossier que tu pilotes, c'est un dossier que les RH pilotent ou que toi, tu pilotes à cause que c'est Claudie? C'est difficile à dire, c'est difficile à départager. C'est difficile à départager. C'est vraiment, je dirais que c'est un beau travail de trio. Là. Nous, on travaille avec le modèle maintenant EOS. OK. Avant, on a eu les OKR, tout ça, mais je pense que c'est plus, mettons, si je parle pour ma partie à moi, Claudie et non la personne RH, ben, je suis quelqu'un de très, très drivé par les résultats, très rigoureuse, très disciplinée. J'aime ça que ça avance. Puis j'ai un président qui est un grand visionnaire. J'ai un DG qui est vraiment très, très bon pour traduire les idées de Jonathan en quelque chose d'actionable et de concret pour l'organisation. Puis après ça, il leur manque un petit comme comment qu'on atterrit tout ça, puis qu'on se garde imputable que ça l'avance. Fait que je pense que c'est un peu ça le rôle que je joue. Et de leur poser, puis là, d'un point de vue RH, c'est de leur poser les bonnes questions parce que ça reste qu'on est une entreprise de service. Ce qu'on vend, c'est le service de nos humains, si tu veux. Fait que la fonction RH, elle est centrale. Si elle n'est pas considérée dans le plan stratégique, ben il manque un très, très gros morceau par la nature de ce qu'on fait. Fait que oui, ma partie à moi, Claudie, est plus d'organisation, de driver, de « hey, faut qu'on fasse une présentation pour ça, faut qu'on crée un off-site ». Tu sais, la commande du off-site, un off-site leadership, c'est pas « ah, il faudrait que le président qui me dit « ah, faudrait faire ça », c'est moi qui sais « hey, voici pourquoi faut qu'on fasse ça », puis que ça va avoir un impact stratégique pour l'organisation. Après, je me positionne comme le président puis le DG, c'est mes clients. Donc, c'est quoi vos besoins?
à travers ça, qu'est-ce que vous aimeriez passer comme message? Puis après ça, nous, on revient avec voici les différentes activités qu'on pourrait y avoir. C'est quoi à travers les sujets stratégiques que tu m'as mentionnés? Comment les angles différents, on peut les aborder? Y a-t-il des formations externes qu'on va aller chercher? Puis après ça, c'est vraiment une relation de partenariat comme ça qui fait qu'on avance. Fait que la partie vraiment, Claudie, la personne que je suis, c'est la partie plus, le plan qu'on a comme business, je veux qu'il soit mis à exécution. Je veux que ça arrive. Puis je vais tout faire pour que ça arrive parce que c'est dans mon ADN. Après ça, la partie, si je prends plus leader RH, ben en tant qu'organisation, que notre plus grande richesse, je pense que toutes les organisations, leur plus grande richesse, c'est leur talent, mais nous, particulièrement, c'est nos gens. Ben, je pense qu'il faut qu'on fasse ça ensemble puis que ce que moi, je peux vous amener soit considéré pour être sûr qu'on est sur la bonne track. Parce que les décisions qui se prennent là, les orientations, si tu dis, hey, on fait du service, on va faire un produit, on se lance dans un nouveau marché, on développe des bureaux à l'étranger. Oui. Tout ça se décide là, mais ça a tellement d'implications au niveau RH sur l'organisation, la paie, la gestion du changement, les structures, développer on est-tu rendu à avoir des team leads ou pas de team leads, puis on a une stratégie de croissance, ça a tellement d'implications sur nos gens. Oui. Que c'est important que les RH soient à cette table-là. Absolument. Clairement. Puis là, tu t'en es la porteuse. C'est un travail d'équipe, évidemment, là, mais c'est moi qui le fouette maintenant. T'es la porteuse du fouet. Oui. Tu m'avais juste pas laissé finir ma phrase. Mais, il y a cette partie-là, puis dans tout ça, tu sais, ce qui marque un peu mon parcours, c'est que je suis vraiment une intrapreneur. Fait que je pense, puis c'est quelque chose que vous avez discuté beaucoup sur ce podcast-ci, mais c'est la fonction RH, oui, tout ce qu'on a dit, mais à la base, moi, ce que je veux, c'est que l'organisation fonctionne. Fait que oui, si je veux comprendre comment les décisions qu'on va prendre vont impacter l'équipe, il faut que je comprenne pourquoi on a pris ces décisions-là, puis on veut-tu agir sur ces décisions-là. Exemple, d'ouvrir une nouvelle place d'affaires. Bon, c'est peut-être un peu plus RH, mais c'est très commercial aussi. Il faut que, comme leader, je m'intéresse à c'est quoi la logique derrière. Fait qu'après ça, si moi, je suis convaincue de ça, je suis capable de bien l'expliquer à mon équipe, comment je vais être capable de mobiliser les gens pour ça. D'un autre côté, si justement on veut avoir un produit, ben parfait, il faut que je comprenne la logique, pourquoi on veut avoir ce produit-là, c'est quoi le gain en termes d'organisation qu'on peut avoir, puis ben, comment après ça, tout mon plan RH va découler de ça. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, en temps réel, avoir cette posture-là de, ben moi, je veux que l'organisation fonctionne. Je veux pas que les RH fonctionnent. Je veux que ça fonctionne, puis après ça, je vais faire les RH fonctionner. Je sais pas si c'est clair un peu ce que je dis. C'est excellent parce que, tu sais, il y a souvent le débat à dire, le RH, sont-ils du côté des employés, sont-ils du côté de l'organisation? Puis on l'a eu souvent ici, ce débat-là. Puis j'aime la façon que tu l'exprimes. Ouais. Tu es une composante de l'organisation. Tu es là pour faire amener l'organisation dans son ensemble. Puis toi, ta spécialité, c'est les RH, les gens. L'autre, au dev, c'est les devs, les technologies, etc. Mais c'est tout ça ensemble qui fait que vous atteignez les objectifs. C'est ça. J'aime beaucoup ça. Puis j'aime beaucoup aussi que souvent les RH... Dans les réflexions stratégiques, c'est ceux qui réservent les événements, puis qui se trouvent, ça va être quoi l'activité sociale, puis ça va être quoi le icebreaker qu'on va faire, mais qu'on sorte de ce moule-là, puis que ça permette d'aller plus loin. Ouais. Les communications internes, relèvent-tu de... Je sais pas, avez-vous des communications internes? C'est nous autres aussi, C'est vous autres aussi, hein? Ouais, parce que tu disais comment l'info... Honnêtement, ça pourrait être... on a une équipe très compétente au point de vue marketing aussi qui pourrait s'en occuper, mais il faudrait qu'on les feed, dans le fond. Fait que c'est juste une question de... C'est plus simple. On a des profils pour ça. Puis, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, ton équipe, ça a de quoi? Tu étais la première embauche RH ou même la première embauche qui n'était pas développeur, v'là 6 ans. Ça ressemble à quoi l'équipe aujourd'hui? Aujourd'hui, l'équipe l'équipe est très en congé de maternité. D'ailleurs, merci. Tu reviens. Là, Non, mais ça a été un beau défi. En ce moment, on est 3 personnes. Donc, il y a moi qui reviens tout juste et mon autre collègue Andréane qui est en congé de maternité actuellement aussi. Et Maud. Donc, la structure, c'est moi avec 2 partenaires RH. Ça n'a pas toujours été ça.
Donc, la première personne que j'ai embauchée dans mon équipe au début, tu sais, on se souvient, on était 25, période pandémique, gros enjeux de pénurie de main-d'œuvre. Fait qu'on avait besoin, c'était du marketing RH puis du recrutement. Fait que j'avais recruté quelqu'un vraiment plus marketing aussi, et qui faisait du recrutement. Donc, très, très marketing RH, recrutement. Après ça, j'ai eu une conseillère RH qui s'est jointe à l'équipe. Puis, tranquillement, ben, quand le département marketing s'est bâti en soi, ben, la partie marketing RH a pu plus faire partie d'une stratégie marketing plus globale. Mais on a eu quelqu'un marketing RH avant d'avoir quelqu'un au marketing. Okay. Pour te donner une idée où le besoin était à ce moment-là. Fait que c'est ça, il y a différentes structures d'équipe, mais vraiment, cette structure-là, c'est vraiment... j'ai vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec deux professionnels compétentes comme ça. Puis, on a vraiment la vision qu'on veut être capable de toucher à tout. Oui, il n'y en a pas une qui s'occupe de tel dossier. Fait que ils vont plus servir des unités d'affaires, des clientèles. Ouais, clientèle. Puis après ça, selon la force aussi de chacune. Ça reste qu'on a été pas les trois ensemble longtemps là, avec les congés. Okay. Mais fun fact, les trois, on a fait partie du même processus de recrutement. Donc, pour de vrai, le processus en 12 étapes. Le long processus. Donc, en 2 temps, j'étais allée, j'ai dit, hey, il y avait du bon monde là, contre moi. Là. Fait que je vais aller les chercher. Puis c'est ça qui est arrivé, dans le fond. Fait que autant que le processus a été très, 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 très long, qu'aujourd'hui, je remercie Véronique qui a fait le processus, Jonathan et Pierre-Luc, d'avoir fait ce processus-là, parce que c'est vraiment 2 professionnels de talent que j'ai dans l'équipe. Puis ils ont été, malgré qu'à ce moment-là, ils n'ont pas eu le poste, ils ont été hook par c'est quoi NextApp, la culture, puis ils ont continué de voir comment ça l'évoluait avec plus de curiosité, là, le what if et tout ça. Puis ben, finalement, quand moi, après ça, j'ai fait « Hey, tenterais-tu de venir? » Ben, il n'y avait pas d'histoire d'ego ou quoi que ce soit. Ils ont accepté, puis je suis vraiment reconnaissante de ça. OK, c'est cool. Quelques secondes pour remercier notre partenaire principal du podcast Leader RH. J'ai nommé Ansia. Ansia qui lance cette année, en 2026, une IA vocale de recrutement, donc qui comprend le québécois. L'idée, c'est de permettre aux candidats d'avoir le choix entre faire une entrevue traditionnelle avec une préqualification traditionnelle avec un recruteur ou de pouvoir, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, faire une entrevue avec un recruteur AI, poser des questions sur l'entreprise et aussi expliquer son parcours. Dans tous les cas, un recruteur humain réécoute la conversation et est en mesure de faire une rétroaction personnalisée aux candidats ou candidates qui ont utilisé l'AI. Avec l'IA vocale de recrutement d'Ansia, c'est donner le choix et garder l'humain. Je terminerai en vous remerciant. Merci d'être là et d'écouter. Merci aussi de partager le podcast et de faire grandir la communauté de leaders RH. On parlait de stratégie, on parlait de développement, d'organisation. Ouais. Je t'ai présenté comme directrice culture et talent et associée. Ouais. Est-ce que c'est un mécanisme à l'interne? Êtes-vous plusieurs associés? Comment ça a été perçu que la RH devienne associée? Les autres, comment c'est-tu nouveau? Mon Dieu, j'ai plein de questions. Je dirais, dans le fond, à la base, moi, je suis rentrée dans l'actionnariat en même temps qu'un autre de mes collègues. Puis c'est pas quelque chose nécessairement que moi, j'avais demandé. C'est quelque chose, évidemment, que en tant qu'entrepreneur, ben, T'as dit oui? Oui, parce que de toute façon, je traite, dans tout ce que je fais, je traite chaque rôle comme système à business. J'ai pas d'autre mode par défaut. C'est une switch. J'ai juste une switch, puis c'est entrepreneur. Fait que c'est sûr que oui, j'étais attirée par ça, mais j'aurais peut-être pas fait les démarches aussi vite. Mais vu que mon collègue, lui, était dans ces démarches-là, ils ont dit, bon, ben tant qu'à ouvrir l'actionnariat, ben on va questionner Claudie si ça tente, dans le fond. Okay. Fait que ça aussi, c'est rare. Fait que ça m'a été demandé. Fait que, tu sais, c'est un gros move, là, quand même, de la part du président puis du DG de dire, ben nous, on invite la RH à se joindre là. Tu sais, des fois, en walk the talk. Avant, c'était juste... Tu dis le président et le DG, c'était eux les 2 actionnaires? Non, il y avait dans le fond les 3 cofondateurs puis le DG qui s'est joint après, donc 4. Puis ben là, justement, moi puis Raphaël, on est rentrés après, je pense en 2022. C'est quand même déjà un petit bout. Puis, fait que ça, pour moi, évidemment, j'étais très contente que ça l'arrive et tout. Mais c'est juste que ça venait mettre un mot ou un titre à comment que je suis déjà.
Ça le rendait concret. Tu sais, les gens... Légitime à l'interne? Pas légitime. Non? Je dirais plus même à l'externe. Je vais te donner un exemple. Les gens, tu sais, mettons, ça faisait peut-être 1 an que j'étais chez Nextap. Puis le monde me disait, tu sais, t'aimes-tu ça, ta job? Il te traite-tu bien? Puis moi, c'est comme... Je suis ma job. Je me traite on traite le monde bien, mais tu sais, c'est comme très genre, est-ce que les gens prennent soin de toi? Puis ça représentait pas bien la dynamique dans laquelle j'étais, qui est vraiment, je suis hands-on, on est main dans la main. C'est pas comment tu me traites, c'est comment qu'on fait en sorte que la business fonctionne. Fait qu'on dirait, je trouvais que ça rendait mon mindset, ma dynamique plus concrète à l'externe. De dire, ben, crime, je suis rendue associée. OK, ben, traite bien. OK. C'était un signe. Un signe. Fait que moi, j'ai aimé avoir ce titre-là pour rendre ça concret, du moins point de vue externe. Après ça, à l'interne, j'appréhendais beaucoup comment ça allait être perçu. Pas parce que je pense que les gens allaient pas être d'accord avec ça, parce que je pense que les gens voyaient bien justement l'entrepreneur que je suis puis l'impact stratégique que j'ai. Mais ça reste que, ben, est-ce que tu es en conflit d'intérêts, dans le fond, comme RH? Le fameux débat, les RH sont-tu l'entreprise ou sont du côté des employés? Exact. Tu sais, dans le fond, tu veux faire du cash puis tu vas pas prendre les bonnes décisions pour les employés. On s'entend, là, c'est pas... Mais c'est des discours que j'avais peut-être peur que les gens aient, mais moi, j'étais assez convaincue de dire, ben, les gens, ils me connaissent. Les gens, ils comprennent ce que je fais. Ils comprennent pourquoi je le fais. Puis j'ai la chance d'avoir une proximité avec les employés. Fait que moi, c'était comme, ben, si vous avez des questions, vous voulez comprendre, on s'assoit, on en discute. Puis il y en a certains qui sont venus voir comment ça s'est passé. Puis c'était plus une curiosité sur quand est-ce que moi, je pourrais peut-être y aller aussi là-dedans. Y avait-tu c'était-tu connu à l'interne que c'était quelque chose qui existait? Ou à ce moment-là, c'était quand même nouveau. C'était quand même quelque chose qui est discuté dans le sens où en techno, c'est quand même quelque chose d'un peu commun, des stock options, tout ça. Fait que, tu sais, c'est des choses qui s'étaient déjà discutées, mais jamais concrétisées, si tu veux. Puis là, quand nous, ça a été annoncé, on s'est dit, ben à chaque 2 ans, on va se poser la question sur si on rouvre, s'il y a des gens qui fit avec les critères qu'on s'est dit là. Puis est-ce que les critères vont évoluer à travers le temps? On est un peu là-dedans aussi. Fait que pour l'instant, on en est là. Fait que ça veut pas dire qu'il y en aura pas d'autres, au contraire. Mais pour l'instant, on est juste les 6. OK. Puis y a-tu, tu sais, des fois dans les organisations où l'actionnariat est ouvert, des fois il y a un conflit de rôle, des fois une incompréhension que mon chapeau d'actionnaire, c'est pas le même que mon chapeau d'administrateur, parce que tu peux être actionnaire puis pas être administrateur, puis tu peux être actionnaire puis pas être sur le comité de direction, ou c'est pas parce que un dev pourrait être actionnaire puis pas vouloir être un gestionnaire. Absolument. En fait. Avez-vous ça? C'est des fois, c'est des choses que j'entends là, de conflits, de dire, là, tu parles avec ton chapeau d'actionnaire ou de directrice de culture? Ou... Oui. Personnellement, moi, je le vis pas parce que je suis actionnaire très, très, très minoritaire. Je suis sur le comité de direction. Fait que, tu sais, j'ai accès à l'information de par mon rôle, etc. Puis après, tu sais, c'est sûr que je veux que l'organisation aille bien, mais ça aurait été le cas de toute façon. Fait que dans mon cas, un peu moins. Ce que ça peut créer, par contre, c'est des fois des gens qui sont peut-être pas sur le comité de direction, puis que là, ils ont quand même des discussions d'actionnaire à actionnaire ou parce qu'ils ont un intérêt pour ça. Fait que la gestion de la communication, puis y a-tu des choses qui se disent que je le sais pas? Il y a ça des fois qui peut être plus tricky, la gestion de la communication. T'as-tu accès à de l'information alors que ton niveau hiérarchique n'est pas représentatif de ça? Fait que nous, ça n'a pas tant été un enjeu, mais c'est ce que je vois qui est plus tricky. Dans mon cas, ça n'a pas été un enjeu. OK. Tu avais déjà ces accès-là. C'est ça. C'est ça. On parle de feedback, de communication. Moi, dans ma tête, des développeurs, c'est des bébites qui communiquent pas super bien. Tu as dit tantôt l'image, les écouteurs et le travail. Comment on peut amener du monde, puis là, shame on me, qui communique pas si bien que ça, à bien communiquer, à bien se donner du feedback, à parler d'objectifs, à parler de performance, à donner du feedback à un autre, puis que ça finisse pas les points sur la table, puis... Oui, ben ça, c'est un choix, je dirais, stratégique qui a été fait vraiment tôt parce que dans le développement logiciel, puis si on parle du stéréotype, là, on n'a pas beaucoup de ce stéréotype-là chez nous. Ah non? OK. De un, parce que chez Nextap, dans notre culture, le feedback est
essentiel et très présent. Tu sais, je parlais de l'amélioration continue. On croit fermement que pour t'améliorer en continu, ben, l'élément clé de ça, c'est du feedback, dans le fond. Après ça, il y a une façon de le faire puis de le donner. Donc, nous, ce qu'on a dit, ben, ça c'est important pour nous. Après, ben, il faut des gens que ça leur tente de recevoir du feedback et d'en donner, parce que c'est pas tout le monde. Oui. C'est pas tout le monde qui veut ça. Pas juste d'un dev, là, en général. Oui, oui. Puis, ben, après ça, une fois que tu as des gens qui partagent ça comme valeur, fait que là, c'est la partie plus embauche qui rentre en ligne de compte. Mais après ça, il faut les outiller. Parce que ça reste qu'on dit ça, mais le rôle de développeur, si on prend simplement ce rôle-là, il y a énormément de feedback. Avant d'envoyer une ligne de code en production, il faut que quelqu'un le commente. Après ça, comment tu commentes ça? Il y a une façon de dire « ton travail, c'est de la merde mm-hmm. », si je le paraphrase. Ou « hey, comment tu peux y dire un feedback? Voici pourquoi tu devrais le changer, telle affaire. » La personne apprend, est ouverte, etc. Donc, autant pour le travail, le craft de développement, le feedback est très, très important. Que, ben, nous, pour se développer dans notre structure, ben, on est des évaluations 360. On veut vraiment que les gens puissent se développer personnellement et professionnellement. Fait qu'on a décidé de leur offrir des outils, notamment formation sur la communication non violente, qui est un outil qui est bon pour tout le monde, bien honnêtement. Mais qui souffre d'un mauvais branding. À toutes les fois qu'on parle de ça, communication non violente, là, les gens, je sais pas qui a inventé ça, là, vous avez un problème de branding parce que... Vraiment. Vraiment. C'est tellement hot, mais quand tu vois ça sur ta journée de réflexion stratégique, communication non violente, tu dis, qu'est-ce que je vais faire ici? Exact. Puis, on l'a jamais... je le dis comme ça parce que dans le monde RH, on connaît ça, mais au final, nous, c'est l'atelier OSBD, là, qui est l'acronyme un peu pour s'aider là-dedans. On a un coach, Antoine Théberge, qui nous a beaucoup aidé sur l'aspect communication empathique, qu'on appelle un peu plus. Fait la différence entre empathie, sympathie. Fait que vraiment se mettre des bases. Un peu plus loin, après, on est allé avec Sophie de Nimble Bubble. Je ne sais pas si tu connais. Oui, je pense que je l'ai vu. Donc, elle, on dit dans ses premières organisations. Fait que vraiment une autre approche. C'est une plateforme de feedback. Parce que le feedback, c'est un muscle. Comme n'importe quoi, il faut que tu le pratiques. Fait que c'est bien beau là, avoir la théorie, là, mais faut le pratiquer. Puis des fois, tu vas te planter. Puis là, prochaine fois, je vais le faire de façon différente. Puis là, tu peux te faire des feedbacks sur ton feedback. C'est très méta, ce que je dis là. Mais pour nous, c'est pas facile d'évoluer dans une culture autant axée sur le feedback. C'est pas pour tout le monde. Parce que c'est challengeant. Puis particulièrement pour des gens très performants. OK. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens très, très, très performants qui n'ont pas eu beaucoup de feedback dans leur vie. Parce que justement, ils sont très bons aussi. Mais là, oui, t'es bon, mais on veut t'amener encore plus loin. Puis c'est challengeant de comprendre d'où ça vient, puis que dans le fond, c'est parce qu'on veut te développer, puis on veut la meilleure chose pour l'organisation et pour toi. C'est pas parce que t'es pas bon. Mais c'est très, très confrontant de recevoir autant de feedback, puis c'est bien fait, dans le fond. La plupart du temps, et après ça, on est humain, hein? Oui. Des feedbacks qui passent un peu serrés, un peu rough. Mais la quantité de feedback qu'on se fait donner et qu'on donne, c'est pas tout le monde qui est prêt à ça. Puis il y a des gens qui pensent qu'ils veulent ça, puis qu'après coup, c'est comme, hey, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup, mais ça me fait cheminer énormément. Fait que souvent, on a tendance à croire que les gens qui veulent pas de feedback, c'est parce qu'ils veulent pas se faire démasquer ou parce que peut-être sont contre-performants, mais au contraire, des gens très, très, très performants, d'être autant exposés à du feedback, ça peut être... Il y a un déclic qu'il faut qu'il se fasse, puis quand une fois qu'il est fait, c'est malade. C'est la magie s'opère. Mais c'est pas pour tout le monde. Vraiment pas pour tout le monde. Non, c'est vrai. Puis tu sais, tout le monde veut du feedback. Ouais. Mais qui est prêt à bien le recevoir, mais surtout à faire quelque chose avec ça. Exact. Parce que des fois, tu sais, ça nous demande beaucoup d'énergie, nous, comme gestionnaires, comme collègues, faut que j'adresse une situation, faut que je fasse, non, comment je vais le faire, comment je vais me préparer. Mais comment l'autre personne va le recevoir, t'as beau préparer tout ce que tu veux, l'autre peut partir dans une autre... Fait qu'il n'y a pas juste apprendre à donner du feedback, il y a apprendre à en recevoir. Exact. Puis justement, Sophie de Nimble Bubble, ils ont vraiment une partie sur comment recevoir le feedback. Puis c'est là où est-ce que la culture est importante. Parce qu'il faut que tu comprennes d'où ça vient puis pourquoi que c'est fait. Fait que c'est pour ça, des fois, des gens qui viennent juste d'arriver, c'est comme, vous
pourquoi je reprends pas ce que tu fais, je te donne du feedback pour qu'on avance plus loin, puis mais voyons, j'ai jamais été exposée à autant de feedback. Ben, crime, t'as jamais été exposé à autant d'opportunités de te développer, c'est malade. Ouais. Oui, c'est malade, mais attends un peu, là, ça me prend un 2, là. Ça se peut-tu qu'on associe le feedback au négatif? Tu sais, parce que de dire, hey, félicitations sur tel dossier, ça a bien été, bravo, t'as contribué. Fait que, tu sais, nos hyper performants qui ont shiné dans d'autres organisations ou même dans nos organisations, le feedback qu'ils reçoivent est juste positif. Ouais. C'est pas perçu comme du feedback. Mm-hmm. C'est juste des commentaires de dire, hey, t'es bon. Ouh, je suis bon. Oui. Mais quand tu arrives puis t'as à faire un feedback plus corsé, plus challengeant, ils sont pas habitués à se faire dire ça. Oui, puis je dirais même des feedbacks positifs. Il y a des façons de faire des bons feedbacks positifs et de faire des mauvais feedbacks positifs. Ah ouais? Dans le sens où, justement, tu fais tout le temps dire, hey, good job pour ta présentation. C'est super bon. Mais qu'est-ce qui était bon dans ta présentation? Qu'est-ce qui a fait que c'était un succès? Qu'est-ce qui fait que tu vas pouvoir le reproduire? Hey, bravo pour ta présentation. J'ai remarqué que le public, il bifurquait puis tu as été capable de bien les reprendre en étant empathique à leur situation, par exemple. Puis ça le fait que ça a vraiment généré de la valeur. Là, je dis n'importe quoi, là. Mais ça, c'est spécifique. Puis ça l'aide la personne aussi à se développer en mode feedback. Mais juste de dire « good job, ça a bien été », je sais pas, dans le fond, ce qui a bien été, c'est peut-être même pas de ma faute, dans le fond, si ça a bien été. Ouais. Fait que c'est un muscle, c'est vraiment un muscle à développer le feedback. Puis si tu l'as dit, je reviens, je suis une fille de sport, fait que je fais plein d'analogies de sport, là, mais tu vas être raqué. Tu sais, à force d'user ton muscle, mais à un moment donné, tu vas devenir plus fort, puis ça va devenir moins taxant d'arriver à faire ces feedbacks-là. Ça va devenir des acquis. Tu sais, je parle de mon OSBD en communication non violente. À un moment donné, là, tu te les fais dans ta tête tout de suite. OK, observation, sentiment, besoin et demande. Je l'ai fait, tac, tac, tac. Mais tu sors d'une formation, puis il faut que tu l'appliques demain matin. C'est pas évident. Mais à force de le faire, à force de l'essayer, à force de se planter des fois aussi, là, hey, crime là, j'ai parlé au-dessus, puis j'ai généralisé. Je l'ai échappé là-dessus. Mais je suis capable de nommer, c'est pour ça que mon feedback n'a pas fonctionné. Moi, au début, quand, mettons, je fais des formations, des trucs comme ça, puis là, je me souviens, il y a une employée, elle m'avait dit, je te vois venir, là, t'as la... Tu fais ta recette, là. C'est ça. Puis là, bonjour Charlie. Là, elle avait ri, puis sourire en coin, je te vois venir, comment tu fais. Puis ça m'avait vraiment déstabilisé parce que j'avais vécu ça comme un sentiment d'échec et non un sentiment d'apprentissage. Ouais. De dire, elle me démasquer, puis je suis en train de faire. Alors que la technique était là. Bon, c'est plus naturel, c'est de faire. Puis faut enlever cette culpabilité-là qu'on peut avoir de dire, il y a ces techniques-là, ça existe, faut se pratiquer, faut le faire, puis on va devenir bon. Ouais. Puis c'est pas parce que ça a foiré une fois, c'est pas parce qu'on nous a démasqué. Puis là, dans votre cas, tout le monde le connaît, la technique, fait que il voit les autres venir, là. Oui, puis pour contrer ça, justement, c'est on s'est aussi donné d'autres outils. Exemple de dire, hey, j'ai quelque chose à dire, là, ça va sortir un peu brouillon. Juste ça vient comme désamorcer. Là, c'est comme, je maîtrise pas encore tout ce que je vais te dire. Après ça, tu dis pas, ça va sortir un peu brouillon, puis tu donnes plein d'insultes. Là, ouais. Merci de l'avoir dit. J'ai le droit. Ouais. On bip, s'il vous plaît. Fait que, tu sais, c'est pas, ça te dédouane pas de dire n'importe quoi, mais ça vient dire, hey, ça va sortir un peu brouillon. Mon intention est bonne et peut-être pas tout à fait achevée. Mais déjà ça vient désamorcer la personne, de dire, OK, bon, la personne, ça part d'une belle place. Ça veut travailler comme ça aussi. Sinon, un autre truc aussi, souvent, que je donne à mes gestionnaires quand c'est quelque chose de plus difficile, parce que souvent, les gens, ils n'aiment pas ça non plus de donner du feedback négatif. Là. Les gestionnaires, ils n'aiment pas ça. Et les employés n'aiment pas ça non plus. C'est de le nommer. C'est juste de le nommer. Hey, j'ai quelque chose de difficile à te parler avec toi. Ou là, en ce moment, j'ai quelque chose de vraiment inconfortable à discuter avec toi. Juste ça vient désamorcer. Puis ça vient... Je me sens vraiment nerveux de ma rencontre avec toi aujourd'hui. Bear with me. Juste ça, en effet, oui, c'est une recette, mais au final, on est humain. Hein? Fait que c'est de créer cette espèce de sentiment d'empathie-là. Vraiment génial.
C'est génial, génial. Qu'est-ce qu'il y a sur ta table à dessin? Là, le bébé commence la garderie. Oui. Tu recommences même si tu n'as pas tant arrêté. Oui. Qu'est-ce qu'il y a sur ta table à dessin qui s'en vient pour toi? Écoute, moi, premièrement, de me remettre vraiment dedans à 100%. Mais juste avant, j'ai un voyage en Italie de prévu. Okay. Un voyage incroyable. Puis je le mentionne parce que chez Nexap, quand ça fait 5 ans que tu es dans l'organisation, tu as 10 jours de congés supplémentaires, puis un bonus pour réaliser un rêve pendant ces 2 semaines-là. Fait que je le mentionne là parce que moi, mon voyage en Italie avec mon chum, mon bébé, pendant 3 semaines, c'est ça mon rêve Nexap un peu à retardement que je fais. Fait que après ça, je reviens full-time, mais je vis un peu ce que les employés ont vécu à travers ça. Fait que moi aussi, j'en profite pour mon 5 ans là, de vivre ce petit voyage-là. Puis c'est sûr qu'à mon retour, c'est la transformation. La transformation de notre travail, la transformation des organisations à travers l'IA, tout ce qui s'en vient. Particulièrement, nous, dans notre domaine, les devs, tout le monde s'est changé, mais eux, il y a des changements identitaires incroyables là, qui doivent passer à travers. Fait que, j'ai des très bons piliers dans l'organisation pour qu'on avance là-dedans, mais en termes de DO, transformation organisationnelle... gestion du changement. Gestion de crise, quasiment. Il y a des choses vraiment qui peuvent... c'est une révolution, là, carrément. Fait que comment bien faire ça, bien structurer ça, c'est vraiment là, ce qui m'appelle, puis que j'ai hâte de mettre les 2 mains vraiment dedans, puis de le faire de façon intelligente, tout en faisant en sorte que ça évolue bien, parce que ça évolue tellement vite. Oui. Puis on n'a pas le choix. On est là. On n'a pas le choix. Les mains sont dans le tordeur. Je suis à la fois apeurée et très excitée. Ouais. Mais de ces 2 sentiments-là peut naître des grandes choses. Absolument. Puis, justement, au Offsite Leadership que je te parlais, j'ai fait mon petit speech par rapport à ça. Puis, je faisais un lien entre ce qui se passe actuellement, puis quand je suis arrivée chez Nexap, justement, puis que c'était la COVID, puis que c'était comme une crise. Ouais. Puis, dans le fond, ce qui nous a permis de passer à travers cette crise-là, qui était la COVID, c'était notre culture forte, puis des gens compétents qui veulent vraiment. Puis pourquoi j'ai confiance, puis je suis plus du côté excité que du côté apeuré, que je pense qu'on va être capable de tirer notre épingle du jeu de cette grande transformation-là. C'est à travers notre culture qui est basée sur l'apprentissage en continu, tous les éléments sont là, puis des gens qui veulent. Fait que très excité pour la suite. C'est un beau terreau fertile pour, vraiment. Développer. Vous ne pourrez pas dire qu'on vous écoute pas. Il y en a plusieurs qui nous demandent où est-ce qu'on a pris le jeu Nouvelle Recrue qu'on joue à la fin de nos podcasts avec nos invités. Ben, vous avez juste à aller sur nouvellerecrue.ca. Il est maintenant disponible en ligne, en commande. Vous pouvez vous en faire livrer. Puis l'utiliser, vous aussi, avec vos nouvelles recrues pour apprendre à les connaître dans les premières journées, premières semaines en emploi. Alors, amusez-vous autant que nous. nouvellerecrue.ca. Je vous fais atterrir avec un petit jeu, une petite carte de notre jeu d'accueil et intégration. Oui! Je t'invite à piger une carte au hasard puis à y répondre. Vie personnelle. Si tu n'avais pas de contraintes d'horaire, débuterais-tu la journée tôt ou es-tu un lève-tard? Je salue Ivana qui a eu la même question. Et j'ai sensiblement la même réponse qu'elle. Dans le sens où, normalement, je suis une lève tôt, mais depuis que j'ai un bébé de 9 mois, je en profiterai pour dormir le matin. Mais je commencerai la journée par une course. Donc, une longue course avec pas d'horaire, personne qui m'attend. Donc, mais idéalement, plus tard que tôt. Ben, génial. Merci infiniment. Bon retour de maternité. Merci d'être passé. Puis bon voyage en Italie. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.